Allez, quand même un petit tour de table pour vous présenter. Tout d'abord, à ma droite, Lydie Lègle. Vous êtes directrice de recherche en sociologie au CSTB. Bonjour, bienvenue. Pas d'erreur dans l'introduction. Bonjour. Parfait. Je tiens à excuser Géraldine Molina, chercheuse au CNRS, qui malheureusement ne sera pas avec nous ce matin pour des raisons personnelles. Donc, elle est excusée, bien entendu. Je continue ce tour de table avec Valérie Pernollet-Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'unité développement, structuration et partenariat au sein de Santé publique France. Pas d'erreur, c'est bon? Tout à fait. Bienvenue à vous. Et puis enfin, pour conclure, pour compléter ce panel, Hakim Amadou, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur expert à l'ADEME, inutile de présenter l'ADEME évidemment, devant une telle assemblée. Alors, vous êtes trois, les sujets sont nombreux et je vais vous proposer de fonctionner en 3 temps. D'abord un petit peu de contexte, avoir vos regards croisés sur ces fameux défis d'adaptation aux vagues de chaleur. Ensuite, on parlera des actions, c'est-à-dire à la fois des stratégies, on l'a vu dans le titre de la table ronde individuelle et collective, les initiatives, les solutions qui peuvent être menées pour répondre à ces enjeux. Et puis enfin, peut-être un petit tour de table sur les grands messages qu'on pourrait transmettre à l'Assemblée aujourd'hui, sachant qu'il nous restera, je l'espère, quelques minutes pour les questions de la salle et du chat. Alors, nous parlons donc de vagues de chaleur dans cette table ronde. Pour lancer la discussion, même si on en a déjà largement parlé ce matin, je vais peut-être me tourner vers Hakim. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord, conscients, on partage tous les mêmes menaces que posent les vagues de chaleur sur la santé individuelle et collective? Est-ce qu'on peut les rappeler rapidement pour commencer? Alors oui, alors ce qu'on peut nous de notre côté indiquer et qui va complètement dans le sens de ce que j'ai déjà entendu là tout à l'heure, c'est que les bâtiments dans nos exercices prospectifs Transition 2050, on a essayé de regarder quels étaient le niveau d'exposition du parc de bâtiments donc immobiliers, logements et tertiaires aux vagues de chaleur, suivant les différents scénarios. GIEC 4.5, on est dans la trajectoire climat, 8.5 RCP, on est plutôt sur une trajectoire à plus 4,5, plus 5 degrés. Et là, on s'aperçoit que le taux de la part de bâtiments, de logements ou de bureaux, de tertiaires, situés dans des zones d'exposition à fort risque, c'est-à-dire avec des températures extérieures élevées ou dans des îlots de chaleur urbains, et passe de 30, environ un tiers à près de 60-70% avec un scénario plus important, du moins plus laxiste. C'est le premier point, donc un fort niveau d'exposition aux vagues de chaleur. Et puis on a aussi soutenu des études là, qui viennent d'être publiées, dont je voulais aussi dévoiler quelques éléments, qui sont d'ailleurs disponibles dans la librairie ADEME. C'est l'étude Résilience qui a été publiée fin d'année, et c'est un programme de recherche qui s'est déroulé sur plusieurs années, qui a mobilisé beaucoup d'experts, parmi des experts très très pointus, dont l'école des mines, des bureaux d'études, mais aussi le Centre national de recherche météorologique pour élaborer des scénarios, des fichiers climatiques qui, dans 2 situations géographiques contrastées, Paris et Nîmes, suivant que vous soyez en site urbain ou rural, suivant l'intensité de la vague de chaleur, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait dans ces bâtiments, avec des bâtiments de logements anciens, plus récents, en logement individuel, collectif, tertiaire, école, bureau. Et le constat, il est, si j'essaye de résumer les conclusions, c'est que ces bâtiments-là sont pas adaptés. C'est-à-dire sans mesure d'adaptation, on a en prenant l'indicateur des H, on est sur des niveaux d'inconfort assez élevés sans mesure d'adaptation. Là, il y a un consensus. Donc, il y a un défi. Il y a un consensus là-dessus. On est sur une situation actuelle qui est inadaptée. On peut le résumer comme ça. Quand on a préparé ensemble cette table ronde, vous m'avez dit il y a un bon niveau de connaissance
et de données sur l'adaptation, mais leur intégration dans les pratiques est encore limitée. Alors ça fera peut-être le lien avec la prochaine thématique de la prochaine séquence, mais voilà, on est un petit peu là-dessus. On a ce constat de l'inadéquation, et puis il faut maintenant accélérer. C'est un peu l'idée qu'on peut donner aujourd'hui. Oui, et notamment, il y a les mesures, mettre en œuvre des mesures d'adaptation dont on a parlé, c'est une mesure supplémentaire, un argument supplémentaire pour faire de la rénovation énergétique. Mais de la rénovation énergétique qui puisse intégrer ce volet-là de manière à pouvoir, par exemple, si on cite l'exemple de l'isolation, pousser l'isolation sans la coupler à de la ventilation adaptée, notamment de la ventilation qui permet de déstocker les calories pendant les périodes clémentes en période de chaleur et de vagues de chaleur, c'est indispensable. Et avec des niveaux de renouvellement d'air qui sont de 5 à 10 volumeurs, ça veut dire que c'est pas le renouvellement d'air hygiénique qui permet de déstocker. Ça veut dire que si on n'anticipe pas ce couplage-là, on ne traite pas la question, on ne permettra pas à ces bâtiments-là de s'adapter correctement. Alors, il y a plein d'autres exemples sur le choix des protections solaires. Voilà, qui suivant leur nature et leur scénario, leur utilisation, donc le comportement également qu'on peut relier aussi à la ventilation naturelle, faire circuler 10 volumeurs, ça dépend de la manière dont les occupants vont gérer l'ouverture de leur bâtiment. On en parlera également. Valérie, je sais que Santé publique France a une collaboration avec le CSTB sur ces sujets. C'est donc des sujets dont vous êtes emparés. Voilà, quel est le regard d'une institution comme la vôtre sur ces vagues de chaleur et sur la nécessité de s'adapter? Alors, à Santé publique France, effectivement, notre rôle, nous, c'est de surveiller l'état de santé de la population en lien avec différents déterminants, et notamment des déterminants environnementaux, et la chaleur est un déterminant environnemental qui a un impact sur la santé. Moi, en termes d'éléments de contexte, ce que j'aimerais dire aujourd'hui au public qui nous écoute, c'est que M. Crépon l'a rappelé ce matin, on passe 80% de son temps dans des environnements intérieurs. Une autre information importante, c'est que la population vieillit. L'âge médian augmente en Europe, en France aussi. Donc c'est une donnée de contexte qui est importante à conscientiser. Et on est plus de 50 millions en France à vivre en zone urbaine sur à peu près 67 millions d'habitants. Donc une grosse proportion de gens qui vivent en zone urbaine. La canicule de 2003 a été catastrophique. On a comptabilisé environ 15 000 décès en excès sur une très courte période. C'était au mois d'août 2003. Et depuis cette période-là, donc il y a un plan national canicule qui a été mis en place dès 2004. Aujourd'hui, c'est devenu une instruction interministérielle. Ça veut dire que depuis 2004, en fait, on travaille à plus de gestion et plus de prévention en lien avec ces canicules. Et donc, on surveille ces vagues de chaleur à Santé publique France et on surveille leurs effets sur la santé en partenariat notamment avec Météo France. La chaleur, on l'a dit ce matin, on a parlé beaucoup d'inconfort ce matin, de sensations, de ressentis. Alors, certes, pour moi, c'est pas ça des impacts sur la santé. Ça peut permettre d'identifier des impacts sur la santé, mais en termes d'impact sur la santé, on va avoir des effets très directs, les coups de chaleur, la déshydratation. On peut avoir des effets retardés, c'est-à-dire qu'on va avoir l'aggravation de pathologies préexistantes chez des personnes qui sont malades, des personnes qui sont atteintes de de pathologies cardiovasculaires, de pathologies respiratoires. Ça a aussi un effet sur la diminution de capacité cognitive. Donc nos enfants à l'école, nos étudiants peuvent être aussi impactés par moins se concentrer. Exactement, des effets sur la concentration. Ça a des effets sur la prématurité, donc sur les grossesses. Ça peut déclencher des prémas. Ça a des effets sur la santé mentale. Et aujourd'hui, l'impact qu'on mesure le plus et le mieux, c'est l'impact en termes de mortalité. Ça cause des décès. Les derniers chiffres, ce sont ceux de 2023, puisque Santé publique France surveille cet indicateur en lien avec la chaleur. Et en 2023, il y a à peu près 5000 décès qui ont été directement imputables à la chaleur sur la période observée en termes de surveillance, c'est-à-dire entre
le 1er juin et le 15 septembre 2023. Oui, donc c'est conséquent. On écoute ces chiffres, on écoute ces pathologies. On se dit, on devrait accélérer vite, très fort. Qu'est-ce qui coince? Vous qui avez peut-être la big picture au niveau national, qu'est-ce qui coince dans ce passage à l'action aujourd'hui? C'est financier? Ça, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui se coince dans ce passage à l'action. Je pense déjà qu'il y a un problème de conscientisation. Il faut absolument qu'on conscientise ces effets sur la santé et ces impacts sanitaires qui sont importants. C'est tout à fait... c'est assez inédit pour quelqu'un comme moi, d'une agence de santé publique, de venir parler à un public comme vous. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de développer à Santé publique France. J'ai entendu des mots ce matin qui résonnent beaucoup à Santé publique France, qui parlent d'interdisciplinarité, de pluridisciplinarité. Il est temps aujourd'hui que les acteurs du bâtiment, les acteurs de l'urbanisme, les acteurs qui forment les quartiers, qui forment les villes, parlent et échangent avec des professionnels de santé et que les professionnels de santé arrêtent d'échanger juste entre eux. Il y a vraiment un dialogue à opérer, des données à faire passer, une conscientisation à opérer parce que, à mon sens et à notre sens à Santé publique France, les acteurs que vous êtes, c'est-à-dire les professionnels du bâtiment, les professionnels de l'urbanisme, des villes, des quartiers, nos élus aussi, vous avez des leviers d'action qui vont permettre d'enrayer, si possible, ce phénomène en termes d'impact sur la santé. Et vous êtes, selon moi, des acteurs de la santé publique. Un acteur de santé publique ou un acteur de santé n'est pas uniquement quelqu'un avec une blouse blanche. Vous avez les moyens d'agir à nos côtés pour faire en sorte que les impacts sur la santé en lien avec la chaleur diminuent. Très bien. Vous savez, Valérie, c'est aussi inédit pour moi, dont les notes de mathématiques et de physique au lycée ont rarement dépassé la moyenne, de parler devant un parterre de chercheurs. Donc, nous sommes deux dans cette aventure. Hakim, je vous voyais confirmer les propos de Valérie. Vous vous retrouvez un peu sur les constats qui sont portés ici? Oui, c'est très important que les professionnels du bâtiment puissent se saisir de ces données-là santé et qui fassent bien le lien entre leur prescription, les choix techniques qu'ils font et l'impact que ces solutions-là vont avoir sur la santé et le bien vivre et le bien-être dans les bâtiments. Évidemment, alors encore faut-il que ces professionnels-là soient au bon niveau de connaissances et de compétences, qui est un autre enjeu. Les solutions, notamment qui ont été présentées, là, il y en a certaines dont on pressent bien, on voit bien qu'elles sont très efficaces, comme les brasseurs d'air. Je pourrais en parler un peu après, mais encore faut-il qui soit bien conçu, bien environné pour apporter la performance, notamment l'effet rafraîchissant. Qui est quand même l'objectif de climatisation. Bien sûr. L'effet rafraîchissement de quelques degrés, 2 à 3 degrés, c'est très sensible, mais qui ne peuvent être obtenus que s'ils sont bien dimensionnés à la bonne hauteur du plafond, l'espacement entre les différents brasseurs, des longueurs de pales suffisamment grandes, et puis des équipements bien choisis. Voilà. Très bien. Lydie, je l'ai dit en introduction, directeur de recherche en sociologie. J'avais peut-être envie d'avoir votre regard sur cette question générale, sur ce contexte, et puis peut-être, puisqu'on ne l'a pas encore évoqué, nous expliquer quelles sont les populations les plus vulnérables aux vagues de chaleur. Je sais que vous avez travaillé sur ces questions. Voilà, racontez-nous un petit peu. J'imagine que tout le monde n'est pas impacté de la même façon, ne sera pas impacté de la même façon. Expliquez-nous un petit peu ces sujets-là. Oui, alors pour replacer les constats, il faut déjà bien reconnaître que l'adaptation est pour l'instant peu mise en œuvre par rapport à l'atténuation. Ça, c'est un premier point à considérer. Un des défis essentiels est donc de concilier, de conjuguer atténuation avec adaptation. Autrement dit, pour les acteurs professionnels du bâtiment, confort d'hiver et confort d'été. Et justement, lorsqu'on considère cette situation, il faut aussi considérer qu'on connaît très peu le vécu, et on arrive à votre question, des habitants aux fortes chaleurs. Ça veut dire qu'on sait très peu, et heureusement Santé publique France est là, mais au niveau des pratiques des habitants, en quoi ces fortes chaleurs contraignent leur mode de vie ou constituent, dirons-nous, des opportunités
pour mettre en place un changement de pratique de vie dans le bâtiment, mais aussi dans le quartier. Donc ce qu'il faut considérer, la sociologie nous éclaire sur ces aspects, que la chaleur, par exemple, peut isoler socialement. Donc l'impact du changement climatique en termes d'adaptation peut créer des fragmentations sociales, des formes d'isolement social, en plus des aspects sur la santé. Alors pourquoi la chaleur peut isoler socialement ? Parce que les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées, qui sont particulièrement vulnérables à partir de 72-75 ans, sont les personnes qui vont avoir tendance à se calfeutrer chez elles, à fermer, et ne vont pratiquement plus descendre en pied d'immeuble, tandis que les familles monoparentales avec enfants vont chercher à avoir, dirons-nous, en pied d'immeuble, des sortes de zones de rafraîchissement ou des zones refuges. Et là, il est très important de travailler sur le rapport entre le bâti et l'environnement immédiat. On l'a vu, l'impact de l'IQ peut être des forts îlots de chaleur urbains peut avoir un aspect important. Il est donc important à la fois de travailler sur le bâti et de travailler sur l'espace extérieur, mais de le faire en considérant là où ça bloque. Et là où ça bloque, j'ose dire, c'est à la fois incorporer les nouveaux savoirs et les nouvelles compétences métiers que requiert l'adaptation. Et ça signifie quoi ? Ça veut dire, on a parlé d'interdisciplinarité, de mettre en lien les disciplines telles que la physique, l'écologie et les disciplines, effectivement, de physiologie et de santé du corps. Donc là, pour avoir des moyens stratégiques d'incorporer l'adaptation dans les stratégies des bailleurs, des collectivités territoriales, il est très important d'avoir des données sur le vécu environnemental des habitants aux fortes chaleurs et d'enrichir les stratégies d'adaptation du bâti au regard de ces pratiques des habitants. Et du coup, et c'est peut-être là où la sociologie peut aider également, casser quelques idées reçues, parce que dans les exemples que vous donnez, par exemple, un senior fortuné peut être isolé par la chaleur, tandis qu'une mère de famille monoparentale va être moins isolée. Enfin, il y a comme ça des liens qui méritent d'être étudiés précisément. Oui, il y a des liens qui méritent d'être étudiés, puisque, on le sait, malencontreusement, le changement climatique accentue les inégalités. Et inégalités de genre, donc on le voit de famille, de statut socio-familial, et inégalités entre les revenus, les groupes sociaux qui ont des revenus différents. Et le problème, c'est qu'il y a une question, on le sait dans le cadre du changement climatique, de responsabilité qui va se poser. Il ne faut pas se voiler la face. D'un côté, on a vu le parc s'adapte, dirons-nous, très très lentement. De l'autre côté, on a des impacts sur la santé et des vulnérabilités qui progressent très vite. Ça veut dire que les bailleurs sociaux, les propriétaires, comme les, dirons-nous, collectivités, vont devoir, un jour ou l'autre, elles risquent d'être portées pour responsables de ce nombre de décès. Il ne faut pas se voiler la face. C'est la question de la juridisation des questions environnementales. Donc là, il ne faut pas se prendre c'est vraiment une question de société. C'est presque un mur qui nous attend. Qui nous attend. C'est un mur qui nous attend, qu'il faut mieux anticiper. Et pour anticiper, il y a plusieurs méthodes. Et là, il y a une fluidité des organisations des bailleurs, avec donc des articulations entre, par exemple, les stratégies de patrimoine. C'est incorporer l'adaptation dans les stratégies de patrimoine et les plans de long terme, mais en même temps, créer des manières, on le verra, d'incorporer l'adaptation sur, par exemple, des politiques de peuplement. On l'a vu ce matin. C'est très important au niveau du défi de ne pas mettre les personnes âgées et les familles monoparentales avec des enfants en bas âge dans les étages élevables et les logements les plus chauds. Ça veut dire créer de la connaissance sur quel type de population, quel profil de population, dans quel type de logement. Parfait. Eh bien, passons peut-être justement à ces solutions, à ces stratégies, qu'elles soient individuelles ou collectives. Alors,
Peut-être quand même une petite alerte d'emblée. Évidemment, je sais que ce sujet est complexe et je l'ai dit tout à l'heure, je sais que vous êtes très sachant sur ces sujets. Donc, on va éviter évidemment de proposer une approche qui serait un peu de scénario tout fait ou de Yaka Faucon. L'idée, c'est plutôt de réfléchir et d'avoir des approches sur le terrain. Mais néanmoins, j'aimerais peut-être qu'on profite de notre panel pour commencer à étudier quelles sont les solutions possibles, à la fois techniques, à la fois politique peut-être, en me tournant peut-être d'abord par Hakim sur un plan technique. Vous avez commencé déjà à parler de ces fameuses brasseurs d'air. Est-ce qu'on peut faire un petit peu comme ça la liste des solutions qui semblent apparaître aujourd'hui pour lutter contre ces fameuses vagues de chaleur? Alors, avant de rentrer dans la liste des solutions, il y a quand même une bonne nouvelle, du moins. Les solutions, elles sont connues. Okay. Pour un grand nombre d'entre elles. C'est une très bonne nouvelle, effectivement. Non, mais c'est déjà, on n'est pas les simulations qu'on réalise au travers d'études et puis d'autres, celles de ce matin, montrent que quand même, avec des solutions d'isolation renforcée, de couplage avec de la ventilation qui permet de déstocker, de mobiliser de l'inertie dans les bâtiments, c'est-à-dire de la masse qui permet d'amortir les chocs de température, de protéger les surfaces de vitrage, c'est-à-dire d'éviter que le rayonnement solaire arrive donc à l'extérieur, donc sur la surface du vitrage, d'avoir des protections qui soient en même temps, qui permettent de faire passer la lumière, parce qu'on a besoin de lumière aussi, et des protections qui permettent aussi d'avoir une protection contre la pluie, contre aussi la sécurité, de pouvoir mettre en sécurité, encore faut-il, quand vous ouvrez votre logement au premier étage, au rez-de-chaussée ou dans une maison, ouvrir la fenêtre, ça peut poser un problème de sécurité. Et toutes ces solutions-là, elles sont connues maintenant, et on sait que l'effet sur la lutte contre les températures élevées et le bénéfice de ces solutions-là d'adaptation passive est très important. C'est-à-dire que même avec des scénarios projetés 2050, en intégrant un scénario de vague de chaleur, alors pas un scénario extrême, mais avec un scénario de vague de chaleur médian. Dans nos études, on a montré qu'on passait dans de très très nombreux cas, donc c'est quand même assez positif. Maintenant, ces solutions-là, comment le chantier, comment les déployer, les pousser et les déployer, et comment saisir toutes les opportunités, notamment la rénovation énergétique. Voilà, je reviens dessus. C'est un gros chantier, et celui-ci, c'est une fenêtre qu'il ne faut pas rater d'un point de vue de l'adaptation. Voilà, donc ça, c'est ces solutions-là. Après, on voit aussi, ça a été dit ce matin, c'est qu'au-delà de 2050 et dans des conditions plus extrêmes, ces solutions-là passives ont leurs limites. Voilà. Oui. Donc ça veut dire qu'on va avoir probablement besoin de recourir aussi à des solutions actives d'apport de froid dans les bâtiments. Et dans les solutions d'apport de froid, toutes les solutions ne sont pas équivalentes, notamment par rapport à l'incidence de ces solutions-là sur les îlots de chaleur urbains, notamment toutes les installations de pompes à chaleur qui vont au centre-ville rejeter la chaleur extraite des bâtiments pour produire du froid à l'extérieur, et qui vont venir aggraver ce phénomène-là. Ça a été rappelé d'être dans une étude francilienne, 2 à 3 degrés si tout le monde s'équipe. Si tous les logements franciliens s'équipaient de climatisation. Alors je précisais, parce qu'on connaît cette étude, avec une consigne à 23 degrés, on est sur une incidence sur la température extérieure de 2 à 3 degrés. Ouais, c'est très important. Et parmi les solutions de rafraîchissement, il y en a un certain nombre. D'ailleurs, un certain nombre qui sont soutenus par l'ADEME via le fonds chaleur, qui sera peut-être un jour appelé fonds chaleur et froid. On en parle. C'est une idée. La géothermie. Toutes les solutions de production de chaleur et de froid qui utilisent le sous-sol ou les nappes ou les eaux de surface
dans un certain nombre de régions. Moi, je viens d'Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'Est, côté Aix-les-Bains, lac d'Annecy. Voilà, on a des lacs qui peuvent permettre de faire du géocooling ou du froid direct. Et là, on a des systèmes qui sont très, très, très efficaces. On a entendu parler du froid évaporatif. Voilà, donc le brasseur d'air, moi, je les rangerais plus dans des solutions plutôt soft, plutôt à intégrer, voilà, plutôt dans les mesures passives ou à très faible consommation. Et puis il y a des couplages intéressants aussi. Le brasseur d'air couplé à une installation de rafraîchissement, ça peut aussi fonctionner. Le marché américain d'ailleurs est beaucoup structuré comme cela, avec brasseur d'air clim. Je dis pas qu'il faut faire comme cela, parce on n'a pas forcément la brique adaptation, mais dans l'ordre, le merit order, c'est bien l'action renforcée sur l'enveloppe, profiter de la rénovation énergétique pour aller au bout de la démarche, et puis associer, quand c'est indispensable, des solutions efficaces de production de froid qui limiteront l'effet de chaleur urbain et qui aussi réduiront les consommations d'électricité. Bien sûr. Et je rejoins du moins un des aspects au niveau social qu'évoquait Lydie, oui, puisqu'il y a un match entre la précarité énergétique. Bien sûr, entre les solutions individuelles et les collectives. Bien sûr. Entre le coût d'une climatisation sans mesure d'adaptation et avec un volume de consommation à une demande de froid et un bâtiment dont on a optimisé au maximum les besoins de froid, voilà, vous avez 20-30% de renchérissement de la facture énergétique. Oui, donc du coup, ça pose aussi une question économique et sociale, et ça rend encore plus fragile certaines populations. Un mot peut-être, parce que je vois que le temps file déjà, sur les programmes d'accompagnement. Je crois que du côté de l'ADEME, il y a une volonté d'accompagner ces sujets-là. Est-ce qu'on peut déjà en dire un mot? Est-ce que les choses sont en train de se constituer? En restant modeste par rapport à... Voilà, ces solutions, on les connaît, sur catalogue, mais elles sont insuffisamment mises en œuvre. C'est-à-dire qu'on manque de retour d'expérience. Alors sur les volets techniques, sur l'efficacité de ces solutions in situ, mais aussi sur l'appropriation de ces solutions-là par les usagers, parce qu'on voit bien que c'est fondamental. Le résultat à la fin, il dépendra de la manière dont elles seront utilisées. Et donc là, ce sera sur l'agenda des prochains mois. On a l'ambition. L'ambition de monter un vaste programme de retour d'expérience, d'accompagnement pour générer des démonstrateurs sur le tertiaire, mais aussi sur le logement, pour montrer comment on peut régler ces questions-là avec des mesures d'adaptation passive, en ayant recours un peu à du rafraîchissement quand c'est possible, mais en accompagnant toutes les filières, en intégrant les filières professionnelles, c'est très important. Il y a le réseau des centres de ressources bâtiments durables qui sont fortement en lien avec les architectes, les bureaux d'études, les entreprises du bâtiment, les sociétés de services énergétiques, les exploitants, par exemple, et de pouvoir évaluer et suivre sur un plan sociologique les résultats, mais aussi sur un plan de leur efficacité sur les indicateurs qui ont été présentés ce matin. Donc multiplier les retours d'expérience. Donc là, on s'attache à travailler sur un programme de ce type-là. Bon, on en reparlera peut-être dans d'autres tables rondes dans quelques temps. Valérie, à votre tour peut-être de nous parler de ces stratégies, de ces initiatives. On a parlé de ce match un peu entre les initiatives collectives et individuelles. Voilà, quel est votre regard sur tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà enclenchées du côté de Santé publique France? Et puis quel sera un peu le calendrier peut-être pour accélérer sur ces sujets? Alors oui, il y a des choses qui sont déjà enclenchées et heureusement. Alors à Santé publique France, depuis plusieurs années, et notamment depuis la canicule de 2003 et le plan national canicule qui a été mis en place, on travaille beaucoup. On a beaucoup travaillé et on continue à travailler sur les comportements individuels des gens. Parce que ça, c'était une première façon de s'adapter, c'est de dire aux gens, en période de canicule, d'avoir des comportements vertueux pour se protéger de la chaleur, pour s'hydrater, etc. Donc, il y a tout un dispositif chaque année qui est mis en place et qui permet de diffuser des messages de prévention à l'occasion d'épisodes de chaleur.
Ça, c'est un premier dispositif qui vise les comportements individuels. Et depuis cette année, il y a un autre dispositif qui vise aussi les comportements individuels, qui vient d'être déployé par Santé publique France, et dont l'objectif est plus de faire en sorte d'ancrer, non pas au moment d'une canicule, mais de façon plus sur le long terme, dès que les chaleur commence à s'installer, dès que la température commence à augmenter, de commencer à diffuser des messages ou à mettre à disposition des occupants de logements et des sportifs, puisque c'est 2 cibles qu'on a identifiées comme prioritaires parce que particulièrement pouvant être impactés par la chaleur, mettre à leur disposition des outils pour justement anticiper, s'adapter, avoir des comportements qui permettent de mieux gérer des vagues de chaleur, des pics de chaleur. C'est insuffisant. On voit que c'est insuffisant et qu'il va falloir, au-delà d'adapter les comportements individuels des personnes, il faut aussi adapter, et c'est l'objet de toute cette journée, les environnements de vie. Et donc à Santé publique France, on s'est posé la question, nous, en tant qu'agence de santé publique, comment on peut avoir une action, comment on peut être levier d'action pour faire changer les environnements de vie. Et c'est de là qu'est née, il y a 2 ans, une initiative qu'on est en train de déployer, qui va arriver, qui va commencer à être effective cette année, d'ailleurs au mois de juin prochain, avec un premier jalon. On a décidé de se lancer dans un exercice de plaidoyer. Alors le plaidoyer, c'est pas uniquement une action de communication, mais c'est vraiment une action qui vise à faire changer des comportements. Et là, on ne chercherait plus à faire changer les comportements des gens, mais on chercherait à faire changer, notre cible, c'est plus faire changer les comportements professionnels, des pratiques professionnelles, des acteurs du bâtiment, des acteurs de l'urbanisme, des organisations qui forment nos villes, nos quartiers et nos bâtiments. Et donc c'est tout à fait nouveau pour nous parce que comment on peut infléchir sur ces pratiques, les faire changer, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est fournir des données sur l'impact sur la santé que représente la chaleur, puisqu'on en a quelques-unes. J'ai cité tout à l'heure des chiffres de 2023, mais on a d'autres études qui permettent de documenter l'impact de la végétalisation en ville, par exemple, ou l'impact de l'urbanisation sur la santé. Ce sont des chiffres qu'on a à disposition qui permettent d'objectiver. Et nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on aimerait faire, c'est faire en sorte que les professionnels de ces secteurs-là s'approprient ces données, les comprennent, les diffusent, et avant de se lancer dans un projet, fassent en sorte de se dire la santé, c'est un levier, et ça doit être une cible prioritaire pour moi dans la conception de mon logement, dans la conception du bâtiment, dans la conception du quartier. Et donc, on est en train de travailler à l'organisation d'un événement pour parler un certain nombre de cibles, d'organismes tête de réseau ou d'organismes de formation pour pouvoir diffuser ces données. Et dans ce cadre-là, on n'a pas travaillé tout seul parce que c'est pas des acteurs avec qui on a l'habitude de travailler. C'est dans ce cadre-là qu'on a sollicité l'appui du CSTB, l'appui de l'ADEME et aussi l'appui du CNFPT et l'appui de l'École des hautes études en santé publique. La date de l'événement, on l'a déjà ? Oui, ça se passera le 20 juin prochain. Alors c'est un événement qui n'est pas ouvert, c'est fermé à un certain nombre d'organismes qu'on a identifiés, qu'on a invités parce qu'on ne savait pas trop quel succès on pourrait avoir. Donc on a identifié une 20aine d'organismes qui sont des têtes de réseau et qui répondent présents. Et on est heureux de ça, c'est-à-dire que c'est pas facile de faire venir des organismes têtes de réseau dans le secteur du bâtiment et de l'urbanisme, de les faire venir à Santé publique France pour les écouter. Et c'est un vrai challenge pour nous et j'espère qu'on va réussir à le relever. Alors vous êtes quand même de nature optimiste parce que en préparant cette table ronde, vous m'avez dit l'adaptation aux vagues de chaleur va devenir une norme intégrée dans les aspects de la planification urbaine, de la construction, et non plus une exception. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à ce sujet, c'est un peu ça ? Oui. Très bien. Lydie, pour terminer sur tour de table, sur les stratégies, les initiatives, on a parlé de ce qui a déjà été constaté sur le terrain. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des réponses ? Vous avez parlé des bailleurs sociaux tout à l'heure. Est-ce que il y a des actions comme ça qu'on peut évoquer, des projets un peu emblématiques sur cette réponse ? Oui, bien entendu. Donc, dans le cadre de la recherche Renoptim, nous avons interviewé une dizaine de bailleurs sociaux et à peu près vingtaine de professionnels. Donc, ce qui ressort déjà, c'est que les solutions d'adaptation sont extrêmement importantes à mettre en œuvre. Mais
que pour mettre en œuvre ces solutions d'adaptation, il faut des organisations professionnelles, intermétiers et des montées en compétences adéquates. Donc cela signifie que c'est une des réponses aussi au point de blocage, que pour incorporer l'adaptation à la fois dans les stratégies de patrimoine, les constructions neuves et les politiques de rénovation, il est important, effectivement, comme l'a très bien dit l'ADEME, de faire des REX, c'est-à-dire d'avoir une montée en apprentissage au sein des bailleurs et au sein des collectivités pour justement faire l'état des lieux sur les solutions qui ont déjà été mises en œuvre et pourquoi ça coince, pourquoi ça ne marche pas, et ainsi générer une montée en compétences afin d'éviter la maladaptation. Quand on parle de maladaptation, c'est important à souligner, on peut avoir des stratégies d'atténuation qui créent de la maladaptation. Qu'est-ce que j'entends par là? Une trop forte isolation, on l'a vu, sans suffisante ventilation, qui vont créer des moisissures et un air tellement sec que les habitants vont être malades. Deuxième point qu'on a vu, c'est des REX réels qu'on a pu observer, des volets malencontreusement noirs ou une partie des pieds d'immeubles en ardoise noire, parce que justement l'architecte, il est là aussi là pour faire l'esthétisme. Donc beaucoup travailler sur des cahiers des recommandations architecturales et techniques de façon concertée et travailler aussi sur la montée en compétence des architectes et leur dire l'esthétisme, le beau, c'est très bien, mais là, on a un enjeu de santé publique, un enjeu, c'est l'adaptation. Comment concilier des choses architecturales qui soient satisfaisantes avec des impacts en termes d'adaptation qui le soient également. Aussi, autre sujet de maladaptation, bon, j'en ne cite que 3, il y en a beaucoup. On fera une conférence. C'est plus d'isolation, par exemple, sur les balcons. Or, vous savez, le rapport intérieur-extérieur du bâtiment est extrêmement important. Les balcons peuvent s'avérer, en termes de ventilation nocturne et en termes de rafraîchissement nocturne, un élément essentiel dans la configuration architecturale. Et bien, sur certains balcons, des volets un peu avec des grands pans qui, par exemple, se fermaient qu'en 2 pans et qui obstruaient, en plus de l'isolation, l'accès au balcon. Voyez ? Donc, vous avez plus d'isolation, vous avez un volet, mais vous n'avez plus de balcon. Vous ne pouvez plus accéder réellement à votre balcon. Voilà. Donc, on a des choses comme ça. Donc, ça veut dire que, tout simplement, l'adaptation, ce n'est pas simple. Vous voyez ? Ce n'est pas que des solutions techniques à plugger. Il y a une dimension humaine à prendre en compte, avec du vécu des habitants. Il y a aussi une dimension organisationnelle, donc de montée en compétences, et c'est extrêmement important pour mettre en œuvre, et c'est là où ça coince, ça demande du temps. Les organisations, pour les faire évoluer, et les compétences, ça demande du temps. Et c'est extrêmement important de faire des REX à la fois solutions, mais aussi des REX vécus des habitants, terrain, et de renvoyer, par exemple, des éléments de coordination. Nous avons pu voir certains bailleurs qui prennent les réclamations des habitants, et ben c'est le service chargé donc de chargé locatif, de services locatifs, et qui renvoient à la direction rénovation, à la direction construction, les réclamations venant des habitants après rénovation ou construction neuve. Et là, on crée des cycles d'apprentissage collectif au sein des organisations et en même temps avec les collectivités territoriales. Parce qu'on l'a bien vu, le rapport bâti-environnement-milieu de vie est extrêmement important, ce qui signifie qu'il faut des liens entre bailleurs sociaux et collectivités, parce qu'on le sait, les collectivités territoriales, ce sont elles qui peuvent végétaliser, diminuer d'1 ou 2 degrés, par exemple. Ce sont elles qui peuvent traiter les abords, les pieds d'immeubles aussi, lorsqu'on est sur les espaces publics. Et du coup, on a comme ça, il faut absolument générer des effets cumulatifs qui vont permettre de développer un apprentissage collectif et une dynamique collective de l'adaptation. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et côté bailleur comme côté collectivité, est-ce qu'on est encore à l'ère des pionniers aujourd'hui sur ces sujets, ou on a passé un petit cap supplémentaire ? Je dirais que dans la mise en œuvre de l'adaptation, on est encore à l'ère des pionniers. Dans la prise de conscience, là, il y a une prise de conscience quand même collective qui est beaucoup plus importante. Très bien. Et maintenant, il faut passer à l'acte.
Parfait. Eh bien, justement, la dernière partie, puisque je vois que le temps file rapidement, de cette conférence sera dédiée un petit peu à l'avenir, à ce qui pourrait se passer demain, et puis aussi aux messages que vous aimeriez passer. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas allé très loin pour le questionnaire final de cette table ronde, puisque je me suis inspiré des travaux de ma fille Chloé, qui a 8 ans, qui est en CE2, et son professeur lui demande souvent des petites phrases à compléter. Alors, je me suis dit que ça ferait un questionnaire sympa pour terminer cette table ronde. Je voulais chacun préparer une petite phrase à compléter et puis comme ça on en parle ensemble. Et on va commencer par Hakim. C'est un sujet qu'on n'a pas encore traité. Dans l'adaptation aux vagues de chaleur au niveau individuel et collectif, les technologies numériques auront un rôle... Un rôle à jouer. Pas que. Est-ce qu'il sera majeur ou mineur ? Il pourra accompagner et faciliter probablement les questions dont vous venez de parler, d'usage, et de permettre d'optimiser les solutions. Tout à l'heure, on disait la ventilation naturelle. Effectivement, on peut imaginer que des solutions numériques un peu sophistiquées puissent permettre d'ouvrir les fenêtres, les volets, les fermer quand les conditions sont optimales. Donc ça peut aider, mais ça, je dirais que ça vient un peu en accompagnement d'une réflexion déjà poussée sur tout ce dont on vient de parler. Donc ça peut effectivement être un plus et permettre de concrétiser des résultats là où on ne pouvait peut-être pas en avoir autant. Parfait. Valérie, vous êtes prête pour votre phrase à compléter. Si on veut encourager la collaboration entre les individus pour faire face aux vagues de chaleur, cela va demander beaucoup de... Entre les individus ? Oui, et si on veut encourager la lutte contre les vagues de chaleur, ça va demander beaucoup de... Il faut de la conviction. Ouais, donc de pédagogie. Il faut de la pédagogie, de la conviction, mais effectivement, il faut parler avec des mots simples pour faire comprendre les choses. La pédagogie et moi, j'aime expliquer de façon simple des choses compliquées, et je pense que c'est un gros défi pour les scientifiques aussi d'expliquer de façon simple des choses compliquées. Et on le fait d'autant mieux que si on est convaincu. Et j'espère que depuis ce matin, l'auditoire est convaincu qu'il faut agir et vite, parce qu'en fait, c'est déjà là. Et ce qui nous attend, c'est pire. Donc, il faut vraiment qu'on prenne la mesure de ça. Et quand je dis c'est pire au niveau température, ça va être pire en termes d'impact sur la santé aussi si on ne fait rien, si on ne bouge pas, si on ne combine pas une bonne adaptation avec une bonne atténuation. Si je devais réagir à ce que j'ai entendu ce matin, je pense qu'il ne faut pas s'interdire de dézoomer parfois d'échelle, parce que si la solution la plus vertueuse n'existe pas au niveau du bâtiment, peut-être que la solution viendra de quelque chose qui sera à une échelle du quartier ou à l'échelle de la ville, pour que dans ce même bâtiment, ce soit plus vivable. Et donc il y a un vrai travail de diagnostic amont, de réflexion sur tout l'environnement d'un bâtiment, sur un quartier ou sur une ville même, pour que ce soit gagnant en termes d'adaptation et d'atténuation. Parfait. Et puis enfin, Lydie, demain, la mise en œuvre de stratégies d'adaptation sera possible si les différents professionnels coopèrent entre eux, et si le secteur du bâti coopère aussi avec le secteur de l'aménagement urbain, et afin de rendre nos villes et nos logements plus habitables. Et je pense qu'il faut un petit peu maintenant plus penser à l'habitabilité des logements, parce qu'on atteint des seuils. Je ne vous cache pas que dans certains résultats de Rénoptime, on a vu autour de Nîmes des logements à l'intérieur desquels il faisait 35 degrés. Ouais. On ne se rend pas compte de la réalité que vivent certains habitants. Or, ce bailleur-là est un des bailleurs qui est le plus en avance pour renouveler son organisation et pour prendre à bras-le-corps cette question. Donc là, on voit vraiment qu'il est extrêmement important aussi, deuxième point, d'avoir une stratégie temporelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire à court terme ? Qu'est-ce que je peux faire à moyen terme et qu'est-ce que je peux faire à long terme ?
Donc à court terme, il y a des solutions qui sont effectivement de petits travaux, de végétalisation, mais il y a aussi des solutions qu'on appelle de peuplement. C'est-à-dire on ne met pas des personnes très vulnérables dans des logements les plus chauds. Donc ça, c'est des solutions à court terme. Des solutions à moyen terme, c'est effectivement des solutions dont on a parlé aujourd'hui sur les équipements passifs et actifs. Et les solutions à long terme, c'est incorporer donc dans les plans stratégiques de patrimoine. C'est-à-dire avoir une vision sur l'ensemble de votre parc et là, connaître mieux le parc et prioriser la rénovation du parc qui est particulièrement chaud et avoir une stratégie à 15 ans, à 20 ans, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc si on ne travaille pas, donc c'est prioriser, travailler en multi-échelle et travailler en multi-temporel. Parfait, le message est passé. Bon, voilà, mon petit exercice des phrases à compléter s'arrête là. Et l'avantage, c'est que par rapport à ma fille, il n'y a pas de notes ni d'évaluation à la fin, donc vous êtes tranquille. On passe aux questions dans la salle et peut-être aussi sur le chat, si le chat nous a lâché. C'est ça ? Non, il n'y a pas de questions. Alors, la salle, on a au moins 2 questions au premier rang. Je laisse Philippe distribuer les micros. Merci. Ce n'est pas tout à fait une question, mais plutôt une suggestion. Parce que depuis les années 50, où on n'avait pas de réfrigérateur, pas d'appareil, rien du tout, quand il fait 35-40 degrés, vous mettez une serviette éponge mouillée sur les épaules. Mais si ça ne suffit pas, vous mettez des chaussettes mouillées. Vous faites des pulvérisations d'eau froide sur le visage. Mais la température interne, elle tombe automatiquement. Il y a quand même des comportements individuels que l'on connaissait et qu'on pourrait très bien remettre en œuvre. Et ben, en plus, pour le coup, c'est assez économique. Donc, et puis vous allez à Séville ou au sud du Portugal, où il fait 40 degrés très couramment, mais ils ont des comportements et ils supportent bien tout ça, sinon ils seraient tous morts déjà. Très bien, je passe à la prochaine question. Merci madame. Merci pour cette table ronde, super intéressante. Donc moi je suis du CSTB, Christophe Martinson, et je voudrais vous faire part d'une stratégie qui risque d'être majoritaire et dont personne n'a parlé. En fait, la physique, elle est la suivante. Le flux solaire réchauffe l'atmosphère, et il se trouve que la nuit, le flux solaire est coupé, donc il fera toujours plus frais la nuit. Donc qu'est-ce qui risque de se passer mécaniquement ? C'est que les gens vont travailler la nuit, les gens vont vivre la nuit. En priorité, ça va être les travailleurs extérieurs. Donc au passage, nos chantiers de construction des bâtiments, ça va se faire la nuit. Nos bâtiments vont être construits la nuit parce que ce ne sera pas possible la journée. Et donc la stratégie qui va se mettre en place, c'est un déplacement des horaires de travail. Et ça va concerner à plus long terme tout le monde en fait. Et la principale adaptation auquel on va devoir faire face, qu'on va devoir mettre en place, c'est pas finalement s'adapter à la chaleur, parce que ça risque d'échouer en fait. Une fois qu'on aura tout ombragé et une fois que tout sera isotherme, on ne pourra plus rien faire. Il va falloir travailler la nuit parce qu'il y aura toujours quelques degrés de moins la nuit. Donc l'adaptation des bâtiments, ça va être au travail de nuit, l'adaptation des transports, l'adaptation des environnements intérieurs et extérieurs, et les principaux impacts sanitaires vont être ceux qu'on connaît actuellement avec le travail décalé, les travailleurs de nuit et les équipes, avec perturbation de l'horloge biologique, donc des gros impacts sur le sommeil. On va tous être en décalage horaire finalement, avec des impacts qu'on connaît bien sur le cancer, sur l'apprentissage, la cognition. Donc je pense qu'au niveau stratégie, c'est ce qui va naturellement se mettre en place. Les gens vont vivre la nuit et ça va nous poser des tas de problèmes, notamment le manque de lumière, paradoxalement. Parce que vivre la nuit, on a besoin de lumière et on n'en a pas assez actuellement. On cherche à diminuer l'éclairage pour moins consommer et on a besoin de lumière pour réguler le rythme circadien. Et donc le gros problème, il va se situer là, je pense. Merci pour cette remarque. Je crains que cette journée de la recherche ne devienne la nuit de la recherche dans quelques années. Je crois qu'il y a peut-être le temps pour une dernière question au fond, une toute dernière, voilà, au fond de la salle. Oui, merci de prendre ma question. J'ai bien retenu que le retour d'expérience était une chose très importante à construire dès maintenant.
dans quelle mesure vous vous inspirez des modes de faire et de vivre dans les Outre-mer? Alors, est-ce que vous avez des éléments là-dessus, l'un ou l'une de vous trois? Oui, c'est des modes de faire, c'est-à-dire que effectivement, les Outre-mer, il y a quand même une architecture qu'on appelle vernaculaire qui peut être intéressante, hein, qui favorise la ventilation, les avancées de toit, les logements traversants. Donc ça, c'est, je pense effectivement, c'est très important. Et puis au niveau des pratiques, là encore, il y a sûrement des manières de faire dont on peut s'inspirer. Mais bon, on avait fait aussi une étude qui s'appelait Ecodome sur les DOM et malencontreusement, les logements sociaux, par exemple, ne sont pas suffisamment adaptés pour permettre la persistance de certaines pratiques qui avaient été développées par les habitants autochtones auparavant. Parfait. Alors, remarque très rapide, puisqu'on est dans les arrêts de jeu. C'est intéressant parce qu'ils ont, effectivement, mais en même temps, ils ont des contraintes particulières et peu de besoin de chaleur. Mais néanmoins, on voit, et donc du coup, ils ont adapter la conception de leurs bâtiments qui sont, alors je suis pas un spécialiste, mais qui sont beaucoup plus poreux et qui ont pas, qui vont un petit peu à l'inverse de la stratégie plutôt d'étanchéité à l'air. Et ça, c'est quand même intéressant de regarder comment on arrive en fonction des périodes de l'année à faire circuler de l'air et en même temps pour des considérations plus énergétiques de thermique d'hiver, de rendre la boîte étanche. Voilà, comment rendre des bâtiments très poreux, ça ils savent très bien faire. Et ça, c'est aussi, voilà, c'est intéressant. L'utilisation des brasseurs d'air, c'est quand même très, très répandu aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer, mais qu'on peut pas transposer comme ça. Faut faire attention, je dirais aussi, à la duplication des solutions, comme ça, un petit peu le copier-coller. Et qu'il faudra toujours adapter au contexte, aux contraintes, et dans une logique un peu globale. D'effets de co-bénéfices recherchés. On a parlé de la thermique d'hiver et c'est très important de pas comment agir sur un critère et puis risquer d'en dégrader un autre, quoi. Oui, voilà. C'est un peu la maladaptation. Oui, je pense que ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que l'adaptation elle est propre à un contexte, elle est spécifique à un contexte. Il faut jamais l'oublier. Parce qu'on s'adapte à quoi? À un milieu de vie et un milieu écologique particulier et qui évolue de façon spécifique, puisqu'on sait que le changement climatique, son accélération, il va générer une évolution de chaque milieu de façon différenciée. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. On ne peut pas se permettre de prendre en compte le changement climatique et qu'il manque comme des solutions techniques qu'on va pluguer, si l'on peut dire, partout de la même façon. Ça serait une grave erreur. Donc c'est pour ça que l'écologie est extrêmement importante. C'est parfait. Eh bien, on restera sur cette recommandation. Je vous remercie tous les trois